Je vous rejoins. Donc, je vous propose d'accueillir pour ce premier échange Jacques Richir. Jacques Richir, qui est président du conseil d'administration, qui est adjoint au maire de Lille, qui est également médecin, et Didier Bonneau, qui est directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, qui est aussi engagé à titre personnel dans un certain nombre de missions institutionnelles, associatives, mutualistes. Si je vous donne ces deux précisions sur les engagements de Jacques Richir et de Didier Bonneau, c'est aussi parce que ça leur permet d'avoir une vision aussi un peu éclairée sur les grands enjeux sociétaux, sur les grands enjeux de la santé, au-delà des missions qu'ils assurent au quotidien sur l'Institut Pasteur de Lille. Alors, première question que j'ai envie de vous poser. On a évoqué le campus Pasteur Lille, sa création, son développement, etc., depuis 130 ans. Mais si dans ces 130 ans, au-delà de l'acte de fondation de 1894, il y avait un événement ou un élément que vous auriez envie de mettre en avant, quel serait-il ? Monsieur Richir, je vous laisse commencer. Oui, je pense que vraiment ce qui a été, d'ailleurs, Chloé Charles l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est que lorsque le conseil municipal de la ville de Lille, avec un maire exceptionnel à l'époque, s'appelait Chéry Legrand, qui, je rappelle, a quand même lancé la construction du Palais de Beaux-Arts, la construction de la faculté de médecine, la construction de la faculté de pharmacie, le musée d'histoire naturelle, et par ailleurs donc décidé de lancer cette souscription, ça a été justement le fait qu'on avait à la fin du 19e siècle, j'allais dire, l'arrivée de la science efficace. Il y avait auparavant l'encyclopédie, il y avait la lumière, mais on avait tout d'un coup, et apparaissaient en fait ce qu'allaient être les fondements de la microbiologie, tout à fait débutante. Et c'est vrai que on a vécu cette période où il y a une grande confiance, on attendait beaucoup, tout le quotidien était marqué par le malheur et la fatalité. La mortalité infantile était terrible. On mourait en bas âge, et en particulier, Chloé l'a rappelé tout à l'heure, ces épidémies de diphtérie qui tous les ans emportaient 300-400 enfants de moins de 4 ans qui mouraient en fait de la diphtérie du croup, dans des circonstances atroces en général, au prix de 1 ou 2 jours d'asphyxie quasiment. Et donc la confiance dans tout d'un coup la connaissance, la science, la recherche a été immense. Et surtout, elle a été d'emblée, alors on ne peut plus faire ça maintenant, on fabriquait du sérum dans les écuries derrière et on l'injectait dans le dispensaire devant. Donc on avait vraiment, j'allais dire, la science qui se faisait sous les yeux et qui donnait des résultats, puisque on voit ça. Et je pensais, vous avez vu ces temps-ci, sans entrer dans des polémiques, mais l'arrivée d'un traitement préventif pour la bronchiolite chez les tout-petits qu'on a distribué dans les maternités. Et quand on voit cet engouement des jeunes parents pour que leurs enfants reçoivent tout petits, dans les premières semaines de la vie, ce traitement préventif de la bronchiolite et de ses complications, finalement on retrouve cette volonté d'une population de faire confiance, encore une fois, à la science et à la médecine, pour peu qu'elle soit dans les mains de gens extrêmement rigoureux, pour répondre aux défis de ce temps, et en particulier à la peur qu'on peut avoir pour les siens, pour les plus proches, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Didier Bonneau, si je vous pose la même question. Moi, je vais plutôt choisir le choix du lieu par ce maire de Lille. C'était en dehors des remparts Vauban, puisque ça a pu être construit quand ces remparts ont été détruits. Et c'était l'ouverture vers la modernité, vers Paris. Et en même temps, Chloé l'a dit, on a construit le Palais des Beaux-Arts. Donc c'était une certaine grandeur, comme Chloé l'a mentionné. Mais pour moi, c'est surtout la modernité. Et puis c'est aussi ce choix très symbolique d'un lieu où il y avait des moulins, où on était près de la porte des malades, puisque c'était maintenant la porte de Paris. Et donc c'est toutes ces symboliques qui étaient au service de la population. Donc ça, je pense que c'est assez extraordinaire et qui reflète bien et qui est toujours dans cet ADN de l'Institut Pasteur de Lille. Alors, la deuxième question, on a dit 130 ans, depuis 1894. En 130 ans, l'Institut Pasteur de Lille s'est développé. Il y a eu des moments très positifs, des moments forts. Il y a eu des moments aussi plus compliqués. Dans une vie de 130 ans, c'est normal. Mais c'est quoi pour vous le secret de la longévité de l'Institut Pasteur de Lille ? Alors, le secret de la longévité de l'Institut Pasteur de Lille, c'est qu'encore une fois, il est dans sa ville et dans sa région. Et d'ailleurs, on avait fait une petite étude il y a quelques années qui montrait que pour l'immense majorité des personnes de la région qui connaissaient l'Institut Pasteur, il appartenait à la population. En fait, il est nôtre. C'est un outil qui nous appartient. Il est au service de la santé de notre région et bien au-delà. Donc, il y a un lien très très fort avec la population et ça, c'est extrêmement important. Et en même temps, si vous voulez, il faut qu'il y ait derrière cette science extrêmement forte la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est très important, c'est qu'on sent bien que c'est une structure auquel on peut faire confiance et en même temps, elle a la capacité d'attirer des talents de grande qualité
pour faire à la fois de la recherche fondamentale, et vous savez que maintenant on va vraiment dans le plus fin, le plus de la cellule, et quand on voit l'ARN, quand on voit les nouvelles thérapeutiques qui apparaissent, on voit qu'on va vraiment sur des choses extrêmement ultra microscopiques, mais en même temps on garde tout le temps à l'esprit l'objectif pour lequel on fait cela, et en permanence, on est à la recherche encore une fois, de ce qui va pouvoir améliorer la santé de nos concitoyens. Donc, je sais qu'on emploie un mot un peu techno, on parle de recherche translationnelle, c'est-à-dire en fait passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et en permanence, avoir ça à l'esprit, je cherche, nous cherchons, on trouve, on développe des activités, et on le met au service le plus rapidement possible selon les circonstances. La même question. De manière complémentaire, on peut dire aussi que c'est un lieu de convergence avec l'ensemble des partenaires régionaux, l'université, avec l'INSERM, le CNRS, et c'est aussi un lieu de convergence avec les instituts au niveau international. Et c'est ce rayonnement-là qui a dû être créé et qui permet à cet institut de rayonner localement à l'international, qui explique aussi sa longévité. Et comme l'a dit M. Richir, de pouvoir être géré et fabriqué par des chercheurs pour l'excellence et nous avoir apporté beaucoup de solutions de santé pour la population. Alors, on a parlé des secrets de longévité, mais si on se projette maintenant sur le futur, on le sait, la recherche, c'est pas toujours facile. Il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de talent aussi à attirer ou à conserver au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Pour vous, quels seraient les points d'attention, s'il y avait chacun d'entre vous un point d'attention à exprimer pour sécuriser l'avenir de l'Institut Pasteur de Lille? Alors, je crois que le point fondamental, c'est qu'on doit rester à l'écoute de la société et de ses besoins. On ne cherche pas comme ça de façon vague ou pour soi-même. On est à l'écoute. Et si, par exemple, depuis quelques décennies, quelques années, la recherche à l'Institut Pasteur a évolué, alors on continue bien sûr à être un grand centre de recherche pour toutes les maladies infectieuses, qu'elles soient bactériennes, virales, parasitaires, mais en même temps, on s'est ouvert à d'autres préoccupations. Sans compter qu'il est pas rare qu'il y ait des passerelles entre les deux. Par exemple, les connaissances en virologie ont beaucoup fait avancer l'oncologie. Quelqu'un comme le professeur Stéolin, par exemple, qui a travaillé sur les oncogènes mutagènes, a montré que le cloisonnement entre disciplines n'était pas si important que cela, et qu'au contraire, les connaissances dans un domaine permettaient de faire progresser les autres. Donc je pense que vraiment, ça c'est extrêmement important de garder cette approche-là. Et on doit être aussi un lieu en permanence, et c'est une des grandes richesses de l'Institut Pasteur de Lille, où on fait dialoguer les disciplines. Et en fait, on se rend compte que le chercheur universel qui à lui seul trouverait tout, ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une utopie. Par contre, le chercheur qui est capable, avec ses confrères, d'aller chercher les connaissances en chimie, en biologie, en physique, qui est capable de disposer de plateformes, parce que c'est vrai que pour qu'un Institut Pasteur fonctionne, c'est une énorme boîte à outils dans lequel on fait à la fois de la cristallographie, on fait de la génomique, on fait tout un ensemble de disciplines, la protéomique, enfin tout un ensemble de noms un peu complets qu'on appelle les omics d'ailleurs souvent, de manière à ce que chacun... Et personne ne sait utiliser tout seul tout ça. Par contre, on a les hommes et les femmes qui savent utiliser chacun de ces outils. Et donc c'est la raison pour laquelle une recherche comme celle qui se fait à l'Institut Pasteur de Lille, elle ne peut se faire que dans la notion d'équipe et aussi dans le dialogue entre les équipes. Et ça vraiment, c'est un lieu de dialogue. On évoquait parfois la fuite des talents vers l'étranger. Je précise enfin, puis je laisserai après Bono, qu'on est aussi un lieu qui attire énormément. Et j'ai souvent plaisir à rappeler, dans beaucoup de réunions où je peux aller, que l'Institut Pasteur de Lille, dans notre région, est probablement l'endroit où, à un moment donné, on trouve le plus de nationalités réunies. Parce que régulièrement, à l'Institut Pasteur de Lille, on a des chercheurs de 30 ou 35 pays différents, qui fait qu'on dit que les chercheurs partent à l'étranger, mais l'Institut Pasteur de Lille attire énormément de chercheurs parce qu'ils trouvent, encore une fois, l'expérience, la connaissance, ils peuvent la partager, et ça crée aussi, on en parlera tout à l'heure, un véritable réseau de chercheurs. Donc pour compléter, c'est de dire que l'Institut Pasteur de Lille est né de la générosité du public, des petits et des grands donateurs, et ça reste le cas pour son quotidien, puisque 75% des ressources qu'il dédie à la recherche est liée à la générosité de ce public. Donc c'est de rester une fondation qui doit être populaire, qui doit être fondée sur
j'allais dire, l'adhésion de l'ensemble de nous tous à cette fondation. Ça se traduit par aussi, pour que ça puisse être fait, par une communication, par un transfert de savoir qui doit se faire à la compréhension de chacun d'entre nous, de voir la liaison entre la recherche et la santé. On fait de la recherche pour la santé, pas de la recherche pour de la recherche. Et le deuxième point, il y a aussi donc les entreprises, comme on avait les grands donateurs. Et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais ça a été cité par Chloé. Pasteur a été extrêmement en lien avec les brasseurs. Et nous avons collaboré, nous avons travaillé à cette époque avec toute l'industrie. Et donc là, il faut que nous arrivions à continuer à amplifier le travail avec les industriels, avec le monde économique, de manière à ce que ça soit une vraie richesse pour la région, une vraie richesse pour les entreprises, une vraie richesse pour la population, avec le rayonnement international qu'il faut absolument qu'il conserve si on veut pouvoir avoir à nouveau 130 ans, c'est-à-dire dans 130 ans, 260 ans. Alors, on va conclure, on va aller directement à la conclusion, parce qu'on est, voilà, sinon on va déraper, et on veut surtout laisser du temps à nos scientifiques pour s'exprimer et qu'on parle science. Pour conclure, justement, on parlait des prochaines années. Si on se projette loin, si on se projette en 2100, en 2 mots, que souhaiteriez-vous pour l'IPL et qu'imagineriez-vous pour l'Institut Pasteur de Lille? Alors, il faut surtout conserver l'esprit Pasteur. L'esprit Pasteur, c'est vraiment la science au service de l'humanité, qui ne recherche pas des gains immédiats, mais qui, au contraire, se met au service de tous. Je rappelle, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'Albert Calmette et Camille Guérin, lorsqu'ils ont mis en avant le BCG, l'ont découvert, ils ne l'ont pas breveté. Ils ne l'ont pas breveté pour que ça soit tout de suite accessible à tous. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle extrêmement fort. On est membre, je dis tout à l'heure, ça a été évoqué, d'un réseau international, donc un lieu de dialogue. Et ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. En revanche, nous devons aussi, en permanence, être à l'écoute, je dis, des nouveaux besoins de la société. On sait qu'aujourd'hui, l'un des grands enjeux de notre société, c'est que l'allongement de la vie, moi je ne parle pas du vieillissement, je parle de l'allongement de la vie. Donc j'ai exercé comme gériatre et j'étais encore la semaine dernière avec une personne de 96 ans qui avait le grand bonheur de continuer à marcher, à faire plein de choses. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour autant. Et donc on a aussi à travailler à ce que, aux années qui arrivent, on apporte de la qualité, de l'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, tout en restant complètement à l'écoute de toute la recherche dans le domaine des maladies infectieuses, on travaille de plus en plus sur la longévité, c'est-à-dire en fait vivre mieux plus longtemps, apporter à la vie de la qualité. Et donc, il n'y a pas que la science et la médecine, il y a aussi un certain art de vivre, et puis le bonheur éventuellement de vivre des choses agréables en société autour de soi et de trouver un environnement qui est favorable. Mais on a ô combien, encore une fois, à travailler sur tout ce qui va permettre cette longévité. D'ailleurs, je terminerai sur cela. Les 2 tables rondes qui vont suivre le montreront bien, puisque dans la première, il sera question de bien utiliser les médicaments pour ne pas trop les utiliser de manière à ce qu'ils restent efficaces. Et la deuxième, c'est de repérer tout ce qui, dans notre environnement, pourrait être dangereux, de manière, encore une fois, à le maintenir dans le meilleur état possible. On sait que c'est un sacré enjeu. Et donc, on essaie de répondre aussi, d'apporter notre contribution à cela. Tout ça dans cet esprit, encore une fois, pasteurien. Et ça, vraiment, on ne le répétera jamais assez. On a la chance, en plus, d'avoir à Lille, encore une fois, un de ces beaux lieux de rayonnement de la pensée pasteurienne. De manière très courte, c'est que cette fondation reste une fondation populaire, que la population la soutienne, qu'elle soit en toute connexion avec la société, aussi bien locale, régionale, française qu'internationale. Je pense que c'est vraiment le clé de la succès et de sa longévité. Merci à tous les deux. Je vais vous inviter à rejoindre vos places et on va appeler tout de suite les intervenants de la première table ronde.